Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principale devise étrangère? La parité franc-congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. Un dollar américain vaut 2851,3081 francs congolais. Un euro équivaut à 2981,5421 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,45453 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 154,4733 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2875 francs congolais, un euro vaut 2878 francs congolais et un franc CFA égale à 4,1 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. Eric, la tonne du cuivre a connu encore une hausse. Elle coûte 9401,15 dollars américains contre 9239,16 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré encore une baisse. Il coûte 21 422 contre 21 440 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2925,38 dollars américains contre 2895,38 dollars américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 72,04 dollars américains contre 71,36 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 10 301 dollars américains contre 10 131 dollars américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Dans son adresse à la nation, le 29 janvier dernier, le président de la République avait annoncé la réduction du train de vie des institutions en vue de soutenir l'effort de guerre en cours dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Quel sera son impact sur l'économie de la RDC? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie, il est aussi député national. Professeur Godé, bonjour. Bonjour Eric. C'est quoi le train de vie des institutions? En fait, lorsqu'on parle de ce train de vie des institutions, il s'agit en fait des moyens budgétaires qui sont affectés aussi bien à la rémunération qu'au fonctionnement de ces institutions. Et généralement, il y a une mauvaise lecture qu'on fait de cela en République démocratique du Congo. En effet, lorsque vous lisez les budgets de l'État, il y a des dépenses fondamentales qui s'affichent. Il y a les dépenses de fonctionnement et il y a les dépenses d'investissement. Mais malheureusement, chez nous, les gens ont tendance à mélanger les pinceaux. Et c'est ainsi que vous attendez les gens qui racontent leur vie en disant que les institutions de la République consomment 70% du budget de l'État. Ce qui est faux et archi faux. Et donc, chaque fois que vous allez lire le budget de l'État de notre pays, vous allez constater que ce budget, ça commence toujours par un exposé des motifs. Et dans cet exposé des motifs, on présente l'avalanche des dépenses et des recettes qui seront engagées. Et pour la République démocratique du Congo, vous allez voir que dans le budget 2025, nous avons fourni beaucoup d'efforts. Au moins 48% du budget de l'État ont été affectés aux investissements. Et maintenant, dans les dépenses qui restent de fonctionnement, à ce qui concerne les dépenses qui sont directement liées au personnel de l'État ainsi qu'à son fonctionnement, ce qu'on appelle les dépenses de personnel, vous allez voir que c'est maxi 28%. Pourquoi?
Parce que lorsque vous lisez les dépenses de fonctionnement de l'État, il y a les dépenses de fonctionnement de l'État qui ne sont pas à confondre avec les dépenses de fonctionnement des institutions. C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsqu'on parle des dépenses de personnel, c'est là où vous trouvez la rémunération, aussi bien des administrations que des institutions. Et lorsqu'il vous devez parler de frais de fonctionnement, on y ajoute généralement les biens immatériels ainsi que les dépenses de prestations. Alors, et ceux qui font l'amalgame, ils vont prendre les frais financiers, ils vont prendre les transferts et interventions économiques de l'État pour mettre ça sur les comptes des institutions, c'est soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Donc, professeur, quand on parle de rémunération, on voit les salaires bruts, on voit les primes, on voit fonds secrets de recherche par exemple. Il y a tout dedans. Et lorsque je suis en train de parler de la rémunération du personnel, il s'agit aussi bien des administrations et des institutions. On a parlé souvent des institutions budgétivores comme le Parlement, la présidence, la primature, le ministère des Finances, on va dire comme ça, le ministère du Budget et certaines institutions de la République. C'est au niveau des salaires qu'on peut qualifier ces institutions de budgétivores ou au niveau des primes et autres avantages? En fait, les concepts budgétivores, il est péjoratif par essence. Mais les gens ne savent pas que dans tous les pays du monde, la conception, c'est le travail le plus important pour un État. Aujourd'hui, tout le monde peut fabriquer un avion, mais c'est l'inventaire, en fait, qui avait donné le déclic. Et du coup, l'inventaire devait être mieux rémunéré que ceux qui sont en train aujourd'hui de mettre en œuvre ou en pratique la formule qu'il avait trouvée pour ce faire. Donc, on ne peut parler de dépenses budgétivores que lorsque les administrations ou les institutions bénéficiaires ne produisent pas assez pour la République. Et au stade actuel, je ne connais pas une seule administration ou une seule institution budgétivore dès lors. Et il a été institué par la Constitution de la République et surtout par le peuple congolais. Lorsqu'on parle des agences qui ont été créées à côté des institutions qui existent, institutions classiques, il y a des agences qui ont été créées, qui font pratiquement le même travail, ça peut justifier ce qualificatif. Et je crois que c'est nous, moi et vous, qui avons été les premiers à dénoncer cette agencification à outrance. En fait, l'idée n'était pas mauvaise. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, ça les gens ne le savent pas, le Premier ministre a plus de prérogatives constitutionnelles que le chef de l'État. Et du coup, lorsque vous vous retrouvez devant ces barrières juridiques, certains chefs d'État, pour bien suivre le fonctionnement du gouvernement, au-delà de ce qu'il reçoit comme rapport du gouvernement, il est recommandé à management public de créer ces agences-là. C'est en fait pour permettre aux garants de la nation d'avoir un autre son de cloche par rapport au fonctionnement de ces agences. Mais la difficulté, c'est que nous avons dénoncé à son temps, c'était les sureffectifs par rapport au travail que ces gens devaient faire, n'est-ce pas? Et lorsque la situation économique n'est pas bonne, on ne peut pas se permettre d'avoir ces agences. Mais sur le plan principal, on recommande ça à management public dans des pays où le président n'a pas beaucoup de prérogatives constitutionnelles. C'est en fait pour éviter que les gouvernements continuent à faire passer seulement ses idées. Mais pour le contexte qui est le nôtre, ce genre d'agence, ça devait être réduit au minimum et ne devait utiliser que des personnes, effectivement des personnes et ressources. 28% du budget est affecté aux rémunérations. Donc ces 28% de budget, qu'est-ce qu'on doit réduire? Je vous ai dit que là, il n'y a pas que la rémunération, mais il y a encore le fonctionnement. Le fonctionnement étant attendu ici comme étant bien matériel et certaines dépenses de prestations. Alors, c'est pourquoi les gens qui disent qu'il faut réduire les trains de vie des institutions devaient vraiment connaître la composition budgétaire telle qu'elle se présente. Aujourd'hui, vous prenez le risque de toucher à la rémunération, que ce soit pour les administrations. Il y a sur le plan économique un danger, c'est que vous allez bloquer la demande globale. Lorsque vous bloquez la demande globale,
vous avez détruit l'économie. Parce qu'en fait, en management public, il y a une différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Donc, avant de prendre une décision en management public, il faut tenir compte de son impact et de sa faisabilité. Parce qu'il y a des décisions qui peuvent créer plus de problèmes que celui que vous cherchez à résoudre. Donc, de ce côté-là, les conseils que je peux donner au gouvernement, c'est qu'il faut qu'on puisse aujourd'hui supprimer toutes les dépenses de fonctionnement non contraignantes. C'est-à-dire? Mais tous ces voyages, à part les voyages à essence diplomatique, parce que nous sommes en pleine guerre, mais toutes ces participations aux réunions, aux conférences qui n'ont pas d'intérêt immédiat par rapport à la guerre, ça doit être supprimé. Donc aujourd'hui, avec le développement de la technologie, si ceux qui font ces voyages travaillent effectivement pour la République démocratique du Congo, mais ils peuvent participer en ligne. Si le souci, c'est vraiment la RDC. Et généralement, j'en ai la petite expérience, la plupart de nos compatriotes qui prennent part à ces forats, il ne faut même pas des rapports. Et donc, dans le contexte de l'économie de guerre, parce que nous y sommes déjà, en fait, il y a deux façons de faire l'économie de guerre. Soit parce que vous-même, vous avez déclaré la guerre selon la procédure constitutionnelle instituée, mais lorsque la guerre vous est imposée, comme c'est le cas maintenant, donc nous sommes de plein pied en économie de guerre. Et là, on doit gérer les finances de l'État avec beaucoup de parcimonie. Donc, je conseille vraiment à notre gouvernement que si effectivement il y a des dépenses à réduire, on doit s'arrêter seulement aux dépenses non contraignantes et de fonctionnement. Donc, ici, on entend par dépenses non contraignantes, c'est essentiellement les dépenses qui sont liées à la diplomatie, qui sont liées à la guerre. Et même là, pour ce qui concerne toutes ces dépenses, les délégations devraient être fortement réduites parce que les gros des moyens doivent être affectés à la guerre. Mais au niveau des rémunérations, on doit par exemple réduire quoi? On réduit les primes ou on réduit les autres avantages? Mais pour les fonctionnaires, qu'est-ce que vous allez réduire là-bas? Je vous ai dit d'abord que sur le plan économique, lorsque vous gelez la rémunération, vous avez bloqué la demande globale et l'économie ne va pas tourner. Lorsque l'économie ne tourne pas, il n'y aura pas d'assiette et du coup, il n'y aura plus de recettes. Et ça, c'est sur le plan économique. Et sur le plan social, lorsque vous réduisez la rémunération des agents de l'État, vous ouvrez un front social. Et il est plus dangereux que le front militaire parce que le front social est plus proche des institutions. Donc, de ce côté-là, il faut déjà mettre ça de côté. Mais par contre, les dépenses qu'il faut réduire ici, c'est toutes ces primes faramineuses qui touchent les membres du gouvernement, qui touchent les mandataires. Et d'ailleurs, vous n'avez pas oublié que j'avais adressé une question écrite au ministre du portefeuille pour qu'on nous communique la liste de toutes les primes que perçoivent les DG, les conseils d'administration et consorts. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut supprimer immédiatement. Mais entre-temps, ils doivent d'abord payer les impôts sur toutes les primes qu'ils ont perçues depuis 2019 jusqu'à ce jour. Et pour ceux qui ne sont pas dans la prescription, on va remonter l'assiette jusqu'à la période de prescription, à la fin de la prescription. Donc ça, je suis d'accord, les primes des membres du gouvernement, les primes des chefs de corps, ça doit être réduit drastiquement parce que nous sommes en pleine guerre. On ne supprime pas chez les députés. Bon, s'ils ont des primes, mais que je sache, moi, je n'ai pas encore touché des primes, peut-être parce que je n'aime pas trop faire partie des commissions. Mais s'il y a aussi des primes de ce côté-là, on doit toucher. C'est ça, l'effort de guerre nous concerne tous. Et je ne vous cache rien. Et nous avons prêché par l'exemple. Nous avons clôturé notre session extraordinaire. Personnellement, j'ai touché les moins de 20% de ma rémunération. C'est-à-dire combien de francs congolais? Non, je ne peux pas le dire. Comment je vais parler de mon salaire dans des médias pour que tu te moques de moi, quoi. Mais la rémunération des députés, ça ne se cache pas. Le président de l'Assemblée l'avait dit en plénière, 14 millions de francs congolais. Et lui, il est autorisé à le dire, mais moi, je ne peux pas parler au nom de tous les députés. On doit supprimer aussi les fonds secrets de recherche. Naturellement. D'ailleurs, je voulais apporter une preuve parce que j'entends souvent les gens dire que pour les FCR, ce sont les dépenses pour lesquelles on n'a pas de soubassement, donc des pièces jointes. Je suis tout à fait d'accord, mais lorsqu'on fait des contrôles, on peut quand même identifier les bénéficiaires. C'est en fait parce que en droit fiscal,
dans les obligations déclaratives, vous avez l'obligation également de faire des déclarations pour les comptes de tiers. Donc de ce côté-là, les gens font du méli-mélo. Donc ça doit être réduit sensiblement. Parce qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est l'armée. Je continue à féliciter cette armée. Elle se bat contre le monde entier. On ne connaît pas le traitement de plusieurs dirigeants du pays. Lorsqu'on parlera de réduction, lorsqu'il va falloir rendre compte, on ne connaît pas combien touche le président, le Premier ministre, les députés peut-être, on le sait aujourd'hui. Il va falloir rendre compte, on saura que le président touchait combien et on a réduit, ou le gouvernement touchait combien, et la réduction du train de vie a ramené sa rémunération à combien ou ses avantages à combien, on le saura comment? Bon, vous ne pouvez pas le savoir parce que dans notre pays, les gens n'aiment pas la lecture. Il n'y a rien de caché. La rémunération de toutes les autorités est rendue publique chaque année. Lisez les budgets de l'État, vous allez voir qu'on présente les dépenses de manière détaillée, de manière topique, institution par institution, administration par administration. Les budgets, il est publié au journal officiel de la République en tant que service, bien sûr. Pour soutenir l'effort de guerre, on ne doit pas se calfeutrer seulement sur la suppression des primes et autres avantages. Mais nous avons les fonds miniers qu'on appelle les fonds mines. L'argent de ces fonds-là, c'est pour des générations à venir. Si nous disparaissons en tant qu'État, les générations à venir vivront où? Mais cet argent-là, on doit utiliser ça. Nous avons par exemple la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale. Je sais qu'il s'agit de la fiscalité sociale et ceux qui cotisent doivent être rémunérés. Mais nous sommes en pleine guerre, c'est ça l'économie de guerre. D'après les informations à ma disposition, on me dit qu'il y a des centaines de millions de dollars de ce côté-là. Le gouvernement peut récupérer cet argent, bien sûr, ça qui doit faire partie de la dette intérieure, en s'assurant de rembourser les bénéficiaires à temps. Mais pour les besoins de la guerre qui se déroule maintenant, il y a ce qu'on appelle en finance publique la réquisition des fonds. On peut réquisitionner ces fonds, mais il faut que ça soit affecté effectivement à la guerre. On avait parlé de la suspension de la mécanisation des agents publics pour une période de 12 mois. Cela devait rapporter quelque chose comme 27 692 460 dollars américains, mais ça soulevait un tollé au niveau des agents publics de l'État. Mais c'est la rémunération. J'ai dit que lorsque vous touchez à la rémunération, vous ouvrez des fronts supplémentaires, front économique et front social. Parce que en fait, lorsque vous différez la mécanisation, donc vous avez différé également la demande globale. Or, si ces gens-là sont rémunérés, chaque fois qu'ils consomment les biens et les services, il y a la TVA dedans et l'économie tourne et l'État a des recettes, un peu comme on dit en chimie, que ce qui se perd à l'anode se récupère à la cathode. Les décisions de l'État se prennent de manière polygonale. Donc on ne peut pas aller là-bas, il y a plusieurs niches. Vous avez suivi, il y a une liste de centaines de millions de dollars qui a circulé dans tous les médias ici, où vous allez voir que ceux qui ont négocié la révisitation du contrat chinois ont touché des centaines de millions de dollars comme des primes. Ces gens, ils ont payé leur hyper acquis. Donc, j'alerte les DG des impôts que je me suis déjà constitué en aviseur pour toutes ces choses. Je vais m'investir pour que ces gens puissent payer leur hyper avec des pénalités. Je vous ai parlé que parmi les professeurs qui sont payés par l'État, environ 40% ce sont des faussaires. Mais c'est maintenant qu'il faut élaguer tous ces gens-là de la liste des payes pour que cet argent soit affecté à l'effort de guerre. Je vous ai parlé d'une aventure qui s'est passée au niveau de la commission mixte de l'ECOFIN, Sénat, Assemblée nationale. On a supprimé illégalement, je pèse les mots, illégalement, les droits d'accise sur les ouvrages en plastique et l'eau en bouteille, sans raison. Et ça a été fait en violation des principes des finances publiques parce qu'en réalité, comme il y avait eu cette commission mixte-là, avant l'adoption, on devait ouvrir les débats. Cela n'a pas été fait. Mais il faut impérativement que ces droits d'accise soient réhabilités sur les ouvrages en plastique. Pourquoi ? Mais c'est cela. Nous sommes en quête de niches financières. C'est que les droits d'accise ne sont levés que sur deux types de produits. C'est ça la particularité de la fiscalité accisienne. Elle ne s'impose
coproduits nocifs et les produits d'Elix. Les ouvrages en plastique, ce sont des produits cancérigènes. C'est ainsi que l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation de santé a demandé que ces genres de produits soient surimposés pour décourager la consommation. En fait, lorsqu'en droit d'accise, lorsqu'on impose de l'eau en bouteille, ce n'est pas vraiment l'eau qu'on cherche à imposer, mais c'est les contenants en plastique. Mais des gens s'organisent pour retirer cet impôt. Et quand vous leur posez la question, ils disent que ça représentait combien? Est-ce que le budget de l'État congolais, dans son format actuel, peut se permettre d'exclure certaines taxes du budget? Et encore faudra-t-il dire qu'en finances publiques, il y a une différence réelle entre pouvoir budgétaire et autorité budgétaire. C'est quoi la différence? La nuance, c'est que l'autorité budgétaire, c'est en termes d'autorisation. L'autorité budgétaire ne devient pouvoir budgétaire que lorsqu'il modifie les lignes budgétaires. Et elle ne peut pas, en tant qu'autorité budgétaire, modifier les lignes budgétaires sans consulter les gouvernements. C'est ça les finances publiques. Donc, lorsqu'on dit qu'il faut consulter les gouvernements, ce n'est pas quelques fonctionnaires véreux qu'on associe à certaines malversations financières, parce que seul le gouvernement est responsable devant l'État. Lorsque vous voulez supprimer une ligne budgétaire en termes de recettes, il faut discuter avec le Premier ministre. Il faut discuter avec les ministres du budget et des finances, sinon c'est de la triche. Mais ça a été fait, le Parlement avait voté le budget, et donc c'est une loi aujourd'hui. Moi, je vous dis que si moi j'étais Premier ministre de ce gouvernement, je n'allais pas appliquer cette forfaiture. Et c'est ça, ce genre de conflits qui conduisent au conflit entre le gouvernement et le Parlement sous d'autres sièges. Donc ça, ceux qui gèrent les secteurs budgétaires au niveau du Parlement doivent le savoir. Mais les droits d'accise, c'est en fait une sanction. Ces droits ne sont levés que sur deux types de produits. Les produits nocifs, parce qu'on doit décourager la consommation. Et les produits d'Elix, parce qu'on considère que celui qui achète les biens d'Elix, il a plus de moyens contributifs. Et on supprime ça pendant que l'État a besoin d'argent. Donc, au lieu d'aller déranger les agents de l'État en supprimant les rémunérations, je vous fais voir que cet argent, on peut trouver ça, ça existe, on peut prendre l'argent du FOMIN, on peut prendre l'argent du CNSS, on doit récupérer l'IPR. Ça, j'insiste, j'ai déjà adressé 3 questions écrites au ministre, j'attends la rentrée. Si je ne vois pas clair, ça sera transformé en question orale. Vous êtes député national, mais il y a un budget affecté à la guerre, à la défense nationale. Pourquoi doit-on aujourd'hui procéder à la réduction du train de vie, à faire des coupes? Comme vous le savez très modestement, je suis un P, breveté Chest. Donc quand ça a commencé avec le français, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. On nous avait appris à l'époque que dans les meilleures pratiques du monde, les budgets des armées, c'est maxi 3% du PIB. Mais lors de la réduction des comptes, ça de ce côté-là, il faut quand même... Le président peut avoir ses défauts, mais là où il a raison, il faut le dire. Le président a accordé à son armée un budget d'environ 720 millions de dollars. Donc nous sommes autour de 8% du PIB. Je demande que de ce côté-là aussi qu'on rationalise l'utilisation de cet argent. Mais comme la guerre est en train de prendre de l'ampleur, c'est tout à fait normal qu'on multiplie les efforts. Pour le moment, la priorité, c'est notre armée et la police. Et les services de renseignement. C'est ça notre priorité pour le moment. Dans le cadre de la programmation, la loi de la programmation militaire, il y a de l'argent prévu pour la montée en puissance de l'armée, pour la défense nationale. Mais lorsqu'on votait cette loi-là, on n'était pas sûr que la guerre allait prendre une telle ampleur. Et pour cela, il faut plusieurs moyens. Et en temps de guerre, tous les moyens de l'armée ne doivent pas être mis sur la place publique. C'est ainsi qu'au stade actuel, nous faisons confiance à l'inspection générale des forces armées. Le président a annoncé la réduction du train de vie des institutions. On y arrive comment? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des conditions avant d'arriver à cette réduction effective du train de vie? Bon, vous savez, en économie de guerre, ça peut se décider d'autorité. Donc je veux choquer les gens, mais moi j'ai fait mon travail de scientifique. En fait, pour qu'on puisse basculer dans l'économie de guerre, il faut qu'il y ait une déclaration formelle de la guerre. C'est-à-dire que les deux chambres s'étaient réunies et consorts. Mais ici, la guerre nous est imposée. Nous sommes en pleine guerre
Donc nous n'avons plus besoin nous-mêmes de déclarer la guerre parce qu'elle nous a déjà imposé l'ELA. Alors à ce moment-là, il y a des cas de figure. Ça peut s'exécuter déjà au niveau de l'exécution des dépenses. Donc on gèle toutes les dépenses superfétatoires, comme j'avais dit, les dépenses non contraignantes de fonctionnement. Dans les mêmes sillons d'idées, on peut déjà réquisitionner les fonds du FOMIN, de la CNSS. Donc on n'aurait pas violé la Constitution. On va violer la loi des finances. Mais c'est ça l'économie de guerre veut dire qu'on met fin à tous les principes de l'économie. C'est ça l'économie de guerre. Mais la deuxième formule, comme je l'avais fait dans mon tweet, c'est la loi des finances. Mais la guerre n'attend pas la procédure de finances publiques, surtout que nous sommes en vacances. C'est-à-dire qu'au niveau déjà de l'exécution, on peut déjà commencer. Et ça, c'est scientifique, c'est canonique, c'est topique. Vous, autorité budgétaire, vous devez autoriser la réduction du train de vie parce qu'on va bouger les lignes budgétaires. Donc l'économie de guerre, en des termes simples, veut dire que c'est une économie qui viole tous les principes classiques de l'économie. C'est à ce moment-là qu'on applique en droit le principe selon lequel le salut du peuple est la loi suprême. C'est essentiellement dans ce contexte-là. Donc, tel que nous parlons là, le gouvernement peut déjà commencer à geler toutes ces dépenses non contraignantes de fonctionnement. Il n'aurait pas violé la loi des finances. Tel que nous parlons là, sur instruction des chefs de l'État, le gouvernement peut déjà commencer à faire la réquisition de fonds au niveau du FOMIN, au niveau de la CNSS, j'en passe des meilleurs. Lorsque vous lisez notre budget là au niveau des transferts et interventions économiques, mais vous allez voir qu'il y a des aspects qui bénéficient de l'assistance de l'État pendant qu'elles ne rendent aucun service à l'État. Le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, peut déjà geler toutes ces dépenses et les orienter vers l'armée. Donc, en clair, on n'a pas besoin d'un collectif budgétaire à ce stade. Non, nous sommes en économie de guerre. C'est-à-dire qu'en attendant la rentrée, on peut déjà commencer à geler toutes ces dépenses. On n'aura violé ni la Constitution, ni les principes de finances publiques. Et à la rentrée, vous allez faire quoi? Vous, députés, vous allez faire quoi? Le Parlement fera quoi? À ce moment-là, le gouvernement peut amener la loi rectificative des finances. Parce que généralement, la loi doit passer. Aujourd'hui, nous ne contrôlons pas Goma. Nous ne contrôlons pas Bukavu. Vous allez garder toujours les mêmes billets de 18 milliards de dollars. Vous aurez l'argent où? Quel sera l'impact aujourd'hui, l'impact de cette réduction du train de vie sur l'économie congolaise? Est-ce qu'il y aura récession économique ou il y aura une stabilité économique? Toutes les guerres sont économicides. Donc cette guerre, elle pouvait nous être avantageuse si nous-mêmes on fabriquait par exemple les armes. Mais dès lors que nous importons les armes, il ne faut pas rêver. C'est pourquoi il faut se battre pour qu'elles ne traînent pas davantage. Toutes les guerres sont économicides. Ça, c'est un fait. Déjà considéré qu'en termes de finances publiques, l'État a perdu les recettes du Nord Kivu, du Sud Kivu. Et il faut impérativement une loi de finances rectificative. On va combler comment ce trou? On peut combler comment ce trou? En luttant sans concession contre la corruption. Parce que la fraude, ça continue. C'est ça les talons d'Achille de ce gouvernement. Nous le disons. Je vous le disais que à 70% près, ce gouvernement était très faible. J'ai insisté, je disais que depuis 2019, on n'avait jamais connu des remous sociaux comme avec ce gouvernement. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais j'ai été formé pour comprendre comment fonctionnent les États. Et c'est pourquoi on alerte. Vous savez que généralement, jusqu'à tout ce que nous annonçons, finit par arriver. Et je vous dis que cette guerre, c'est une guerre économique. La solution doit être économique. Lisez bien de l'accord de Lusaka à l'accord de 2009 avec le CNDP. Vous allez voir qu'il y a une constante qui revient. C'est le contrôle de l'espace de l'Est. Et pour un gouvernement qui voit loin et large, on devait investir de plus en plus dans la diplomatie économique. La diplomatie économique. Naturellement, je vous ai fait voir comment Mzee Laurent Désiré Kabila a acculé de toutes parts. Mzee a dit brader toutes les réserves diamantifères du Kasaï. C'est grâce au diamant du Kasaï que le Congo est resté uni avec le génie de Mzee Laurent Désiré Kabila. En politique publique, on dit que gouverner, c'est hériter. On peut rééditer la même stratégie. Aujourd'hui, nous avons des mines ici. Mais ces mines ici peuvent être troquées. On peut donner ces mines à Poutine. On peut donner ces mines à Erdogan. On peut donner ces mines à Elon Musk. Oubliez, les droits internationaux n'existent plus. Nous sommes en train de vivre le retour des empires. Vous êtes un État faible, on viendra prendre même vos femmes. L'armée doit continuer à se battre. Mais il faut imaginer des diplomaties économiques. Quelles sont ces mines que nous pouvons donner rapidement? La politique reste par essence un rapport de force, aussi bien sur le plan national qu'international. C'est maintenant là qu'il faut imaginer quelles sont les mines que nous pouvons gager, que nous pouvons hypothéquer
que nous pouvons même vendre à crédit. Ne suivez pas les déclarations là de la communauté internationale, c'est parce que vous ne connaissez pas comment la vie internationale se passe. Toutes ces déclarations hypocrites, c'est une façon de nous accompagner vers la disparition de la RDC. Mais maintenant là, c'est de l'intelligence économique. Cette guerre économique, avec Trump, avec le président chinois, avec Poutine, oubliez les droits internationaux. D'ailleurs, ces droits internationaux n'avaient jamais existé. Et la vie internationale, c'est comme dans la cour du roi Péto. C'est le plus fort qui s'impose. Aujourd'hui, regardez, Trump, il est en train de chercher à prendre le canal de Panama, Groenland et même le Canada. Or, c'est lui le président du monde. Vous savez qu'en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Tous les États forts vont lui emboîter les pas. Pourquoi il cherche à prendre le canal de Panama, Groenland et le Canada? Il est en quête des ressources naturelles supplémentaires et il est en quête de la pole position sur le plan géopolitique parce qu'on peut l'attaquer à partir du Canada. Donc, gérer les hommes d'État, ce ne sont pas ceux qui vont danser seulement les Gibina Koyama Tongé chaque soir. Ce sont qui font des projections sur la grandeur de leur pays. Si aujourd'hui vous voyez Poutine s'acharner contre la Crimée, c'est parce qu'il veut contrôler la mer Baltique. Il est fort géopolitiquement et il va contrôler également le pétrole de cet espace-là. Lorsque vous voyez aujourd'hui le président de la Chine chercher à prendre les Taïwan, c'est parce qu'il veut contrôler les semi-conducteurs. Donc oubliez les droits internationaux, oubliez les déclarations. Les déclarations là, c'est une façon de se moquer de nous. Alors, je rappelle que notre invité, c'est le professeur Godepoy. Alors, professeur Namoukou, c'est qu'on réduire train de vie à institution et Nikoloba Nini. Qu'on réduire train de vie à institution et Nikoloba, mbongo ba institution banda kozwa bakozwango isusu nyonso te bakobanda kozwa ndambo poa ndambo mususu tokopesa armée na biso. Alors, tolinga na kopia na gouvernement. Basimba na lifuti ya ba agent de l'État te. Pour nini parce que soko lelo bakati lifuti ya ba agent de l'État, donc l'agent de l'État c'est différent des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État zana kati ya ba agent de l'État. Soki bakitisi moso lifuti na bango, biloko ekobanda kosomba masusu na ndenga kalate. Soko biloko esomba mate, elingi koloba ete kitana biso ekolemba. Soki kitana biso elembi, tokozala lesusu na oyo babengi sani ya kitate, oyo ekosala ete ekolo na biso eyeba na koya kozwa paku. Poa mosolo ya mboka na biso emata basimba lifuti ya basali ya l'État te mais bakota na ba frais de fonctionnement non contraignante ba voyage o bato baza kosala pambala ba voyage ezala vraiment justifié oyo aza na posa ya koparticiper na réunion soki aza alinga Congo asala ngo en ligne en attendant guerre esila l'État na biso azwa misolo ya famine azwa misolo na CNSS mais lokola ezali misolo ya bato ya bao baza kokotize azala prepe ya kofuta bango soki ba bénéficiaire baza na posa nango. L'État alandela ba mikonzi nyonso bazwa ba prime ezala ba membre ya gouvernement ezala ba haut fonctionnaire ezala ba DG ba prime na bango eleki ba salaire na bango 100 fois balandela ba prime nyonso bazwa depuis 2019 ba futa hyper nango na DGI parce que bango bana misolo bele bakata pi ba prime na bango mususu bakata yango donc na sima ba futa nanu ba paku na ba amende pour l'État za na mosolo bele na libenga na ye bakata pe ba prime ngo eleki ebele balandela bato ba salaki na makambo ya révisitation ya contrat chinois bazwaki ba prime na terme ya ba centaine de millions eza service moko te bazaki ba service ebele balandela bato wana ba futa hyper na mbongo wana na université ba professeur à lokuta o nyonso baza kosomba ba diplôme na toile na ba université yebana epai balobi ke batanga te à partir ya lobi déjà bakata lifuti na bango bazwa mbongo wana batinda na armée et puis bakanga ba professeur à lokuta wana parce que kolata nzoto a professeur na diplôme à lokuta ezali fait pénal na mboka na biso to bundisa moyibi makasi na tango ya bitumba moyibi ba traitaka lokola criminel de guerre. Il doit passer par les armes. Si on a parlement, c'est que ça ndingisa na gouvernement pote akata bambongo wana po bofota ki budget na lolenge moko boy. Le budget ali mobeko. Papa Eric ngana kolobate ke ngana lekibani ngana maele. Mais nana moi chance muke na yekola économie na yekola sciences politiques droit gestion bongo na bongo. Pe na moke penza naza breveté chest na eleko ba français bazaki wana na ibandeli donc bakotaka na économie de guerre soki président a déclaré guerre mais sika wa batunde ba bandi biso bitumba elinko lo batwali susu na posa même ya ko déclarer guerre te parce que guerre eza déjà ko imposer biso donc lelo président na gouvernement
bazana pouvoir ya congeler ba dépenses nyonso na lobby wana ko réquisitionner ba fonds nyonso na lobby wana parce que tozana économie ya guerre yoloba ezali économie ou ezali ko kipe lisusu ba principe te bakoki kosala ngo po armée na biso bazala na mosolo moike po ete bakende oboso mais tango tokozonga na session bakoya na loi rectificative parce que lelo na bidie okokonte lisusu recette ya Goma te ya Bukavu te. Donc il faut ko bandela bidie wana oyo ngai na lazaki ko pesa lokola mayele soki to bundisi pe moyibi bato tu ba ko yiba mbongo leta na tango etumba ba betaka bango masasi na leta yemoko yo individu za na pouvoir ya kobeta moninga mususu masasi te soki to sali bongo komona ete kitana biso ekobuta mais na nyonso wana esengeli baninga bayeba boye bitumba oyo tozana ngo lelo ebanda depuis 1945 na eleko oyo monde entier ba apprenaki ke Congo azalaka na uranium yango depuis 1945 tango uranium na biso esungi bango basilisa deuxième guerre mondiale balobaki te mboka wana foto panza yango toli na kopia totala mzee Laurent Désiré Kabila na eleko balingaki babakola ye na ngbende na ye azwa diamant nyonso akasai memo babombaki apesa ba Zimbabwe mboka ebika ilelo soko moni bakasai bazana pasi bazaka bongo te pasi ya bakasai za sacrifice pour na unité national na kosenga na mokonzi na biso na gouvernement na ye asala pe bongo tozana ba mine ebele atala mine nini akoki kopesa Poutine soki Poutine te Erdogan soki Erdogan te Elon Musk aza amuto yakolo mokili de Donald Trump asali bongo 2 jours eza ebele bitumbo ekosila toko pesa même Museveni parce que il faut koluka kokabola banguna batu na kapwa nini bitumba eutaka ka na est mais tala cartographie militaire mboka na biso na katanga to na base militaire Rwanda na sud na west tozana na Kitona base Kitona na Congo central mais est comme na base militaire moko ezalaka te boke senezali entre base militaire na ka militaire okokuta soda vandaka na libota na ye mais na base militaire zakaba militaire na base militaire boza même na aérodrome donc soki bitumba oyo esili to kanisa to zongisa ba base militaire côté kuna to matisa en puissance lisusu koleka armée na biso sur le plan spirituel po na koyoka baninga ba musu bakoloba likamba bitumba basambelela kango te losambo esimbaka na makamu nyonso mais sauf que tango zo sambela bundaka pe. Voilà la traduction de ce qu'on a dit en français en lingala par le professeur Godé Poya. Le professeur, avec vous, nous allons suivre le panel de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, les prix des denrées alimentaires de base sont fixés de la manière suivante sur le marché. Un sac de maïs coûte 300 000 francs au marché Matadi Kibala. La mesurette écolo est fixée à 3 500 voire 4 500 francs congolais. Dans ce même marché, le sac de cossette de manioc varie entre 150, 270, 280 ou 300 000 francs congolais. Le seau de cossette de manioc coûte 20 000 francs congolais. Il était à 18 voire 17 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 78 000 francs. La mesurette ou Sakome revient à 2 000 francs congolais, c'est comme la semaine passée. Le sac de semoule de 25 kg est vendu à 56 000 francs et la mesurette ou écolo coûte 4 000 francs congolais, comme la semaine passée. Un bidon d'huile végétale de 5 litres coûte actuellement 33 voire 34 000 francs congolais. Ici, il y a majoration, il était à 28 voire 30 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres est vendu à 22 000 francs congolais. Il était à 18 voire 20 000 francs. Un sachet de sucre coûte 22 000 francs. Un plateau d'œufs est à 22 000 francs congolais. Un kilo de chinchard coûte 10 000 francs congolais. Le carton est à 85 $ américains. Un kilo de viande de bœuf coûte 22 000 francs. Le carton de cuisse de poulet est à 23 $ et le kilo est à 6 500 francs congolais. Un poulet sans emballage appelé communément poulet nu coûte 10, 12 voire 13 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un kilo de côte de porc coûte 14 000 francs congolais. Un kilo de poisson salé est à 23 000 francs congolais et le carton est à 65 $ américains. Un tas de bananes plantains coûte 5 000, 8 000 voire 10 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment revient à 4 500 francs. Un pain est vendu à partir de 500 francs. Une mesurette ou écolo de haricots varie entre 2 900 et 5 000 francs congolais, c'est selon la qualité. Une chikwang bateke coûte 1 000, 1 500 voire 2 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés coûte 5 000, 10, 20 000, 30 ou 50 000 francs congolais. Un filet d'oignon coûte 35 voire 40 000 francs congolais. Un oignon varie entre 200 et 1000 francs congolais.
Un tas de tomates fruits coûte 1000, 2000, 3000 voire 5000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 5000 francs comme la semaine passée. Celle des épinards est à 2000 francs. Celle d'oseille est à 1000 francs, c'est comme la semaine passée. Un tas de fumbois coûte 2000 francs. Un chou paumé coûte 2000, 3000 voire 5000 francs congolais. Un ananas coûte 2000, 3000, 5000 voire 10 000 francs congolais. Une pastèque est vendue entre 5000 et 20 000 francs congolais. Un tas de safou est vendu à 1000, 2000, 3000 voire 5000 francs congolais. Un tas de mangoustans coûte 2000, 3000 voire 5000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Alors professeur, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Le dossier Métrokin, Zando, jusqu'ici, pas de concrétisation. Tout ce que je peux te dire, que les grands marchés est déjà terminé. Nous avons fait notre travail. Il appartient maintenant à l'État de s'occuper de la suite. Métrokin, nous avons laissé l'argent. Donc ça, il faut demander à l'État. Nous avons fait ce qu'il fallait faire. On a laissé au moins 750 millions de dollars. Et nous attendons. Et c'est triste que pendant que nous nous sommes battus pour réunir cet argent, vous allez trouver que tout au long du chemin de fer, l'État est en train de construire des maisons là-dessus. vous rentrez bientôt en session ordinaire. Vous allez mettre encore la pression sur le gouvernement. Je vais multiplier la pression. Le SMIC, la première ministre avait demandé que l'arrêté du ministre du Travail soit rapporté. Vous êtes satisfait? Je suis content et je remercie la première ministre d'avoir suivi la voie de la rationalité. Le problème, c'est que les choses doivent être faites selon les règles de l'art. Qu'on modifie le SMIC par un arrêté, mais c'est du jamais vu en fait. Je rappelle que vous êtes aussi pasteur. Vous êtes souvent en train de chanter, en train de danser contre la corruption. C'est quoi? C'est votre style de prêche? Moi, j'ai fait la théologie de libération. Et je suis dans ça depuis le maréchal Mobutu. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Quand je disais aux gens, cessez de voler. Cessez de voler, personne ne voulait me suivre. Mais regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, je soutiens toutes les institutions. Je soutiens les FARDC, je soutiens les Ouazalendo. Vous êtes président du Haut Conseil des Églises de Réveil. Comment vous appréciez cette démarche de la SENCO de l'ECC? Comme je ne connais pas encore le contenu de ce que les prêtres sont en train de faire, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais seulement, je voudrais que les uns et les autres travaillent pour que le Congo ne puisse pas disparaître. Tous ceux qui vendent l'État aux étrangers, tous ceux qui volent les biens de l'État, ils ne connaissent pas la valeur d'un État. Ressaisissons-nous, travaillons pour que les pays ne nous quittent. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Godépoï. Professeur, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi Économie. C'est moi qui vous remercie pour la confiance que vous m'avez renouvelée. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie. Chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.